Salut, bienvenue sur Max Reportage. Aujourd'hui, nous sommes à Champagne-sur-Oise. Vous voyez, c'est mignon, il y a une petite église. Avec Stéphane, propriétaire d'une Tesla Model 3. De quelle année, Stéphane? 2021, mais début 2021, puisque c'est une batterie américaine, c'est une NMC, donc une 55 kW. Et c'est une propulsion, mais je suis venu ici pour te présenter donc la BYD Seal, qui est sa concurrente chinoise directe, sauf que là, on est sur une version 2 moteurs, 4 roues motrices, avec une batterie de 82,5 kWh. Donc c'est le modèle au-dessus, hein, ça équivaut plutôt à une Model 3 grande autonomie. Mais l'avantage de Stéphane, c'est qu'il a beaucoup d'expérience, puisque sa Tesla, il l'utilise de manière professionnelle, il roule beaucoup avec. Et donc, il découvre la Seal, tu ne l'avais jamais vue. Non. Et il va nous dire ce qu'il en pense par rapport à sa Tesla. On va commencer, Stéphane, si tu veux bien, par faire un petit tour, on va dire, coffre, habitacle, design déjà. Tiens, parlons du design. Je t'écoute. J'aime bien parce que ça change. J'avoue que déjà, j'aime pas trop la Model 3, moi, déjà au niveau esthétique. Ouais. Celle-ci, je la trouve un petit peu plus jolie, notamment sur la partie devant. Ouais. Et puis, comme c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, bah, c'est toujours plus sympa à voir d'autres modèles, ça change un petit peu. C'était l'avantage de Tesla au départ et maintenant il y en a tellement partout qu'on perd un peu ce côté exclusivité. Et donc là ça change et puis la couleur est assez jolie, elle n'est pas classique. Peinture métal de série, hein. Ça fait partie du prix. En entrée de gamme, elle est à 47 000 €. Et là sur ce modèle-là de roue motrice, on est plutôt à 50 000 €. Donc elle est plus chère que la Tesla. Hein, elle est plus chère que la Tesla en entrée de gamme, puisque la Tesla c'est à partir de 42 000 €. Hein. Et alors maintenant on n'a plus de bonus. Donc voilà pour la partie arrière. Côté diffuseur est assez joli. Ouais, t'aimes bien le diffuseur, ouais. Sur l'arrière, ouais, ça fait un peu plus sportif. Avec les plaques BYD, s'il te plaît, allemande. Hein. Ouais. Bon, alors regardons les coffres. Coffre de la BYD Seal. Alors il fait 400 litres, il est plus petit que celui de ta Tesla. Il a l'air en tout cas. Voilà, il est surtout moins haut. Mais par contre, tu as vu, tu as de la moquette ici, ce que tu n'as pas dans ta Tesla. Ouais. Et puis tu as eu protection de vérin aussi. Et le sous-coffre, il est moins profond aussi, ouais. Mais il est plus large. Moins profond mais plus large. On voit la différence. Et puis comme tu sais, moi à chaque fois il y a le côté sac de golf qui donne oui, c'est vrai que toi c'est le sac de golf qui la fait référence, de référence. Et c'est ça qui permet de voir. Et on voit que c'est quand même beaucoup plus profond le sous-coffre. Fais voir le sac de golf dans la BYD. Est-ce qu'il rentre en travers? Il y a mon sac déjà. Bon, tranquille. Hein. Ouais, c'est la même profondeur, la même largeur, mais a priori moins haut. Voilà les frunks. C'est plus petit, mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a ce côté protection. Ouais, t'as la petite trappe là, et puis c'est bien fini. T'as vu encore une fois là, là aussi. Hein. C'est beau ça. Avec hein. de la mousse. Pas mal, hein. Les vérins. Un peu partout. Voir par rapport à toi. Donc là, petit. Là, on a 50 litres. Hein. Mais les deux sont manuels. Ah ouais, toi, t'en as beaucoup plus quand même. Hein. Et par contre, t'as pas de protection. Il n'y a aucune protection. Ouais. Ok, donc finition BYD, volume Tesla. Ouais. Et les phares, ils sont jolis. Ouais, t'aimes bien les phares? Ouais. Ça s'allume aussi ici. Hein. Tu vois les poignées de porte? Elles sortent, ouais. Et c'est surtout que ça fait plus solide. Bon, ça bouge un petit peu là parce qu'on est trifouille, mais ça fait plus solide, je trouve, que les portes de Tesla qui sont pas forcément pratiques en plus à... Non. On est bien assis. Bon, après, moi, je suis pas grand. Les sièges sont bien englobants derrière. Le tunnel plat aussi, ça c'est bien. Il y a de la place, hein. Puis le toit vitré aussi, hein, comme dans la Tesla. Ouais. Mais tu as des poignées de maintien, je crois que tu les as pas dans la Tesla. Il n'y a pas au niveau de la Tesla. Non, il y a pas mal de... C'est assez joli parce qu'il y a pas mal de différents matériaux, différentes couleurs. C'est un peu plus gai que la Tesla, parce que la Tesla, elle est assez sobre, on va dire. Ouais, il y a plus de place dans la Seal, hein, j'ai l'impression. Après, on n'a pas placé bien les sièges, mais... Je sais pas, mais le siège sur la Tesla est plus droit de ce qu'on voit. Et c'est vrai que les sièges étaient plus englobants sur la Seal, enveloppant. Après, sinon, au niveau hauteur, je pense qu'on est pareil sur le... C'est quoi ça, là, pas beau, dégueulasse? J'avais jamais vu ça. Ouais, c'est des plastiques Tesla. Bon, ça, on n'a pas sur la Seal. Encore une fois, en termes de qualité de fabrication, là, la chinoise... Vous voyez, voilà, c'est plus
On a l'impression que les portes sont plus travaillées en termes de design que... Bon, après, elle a combien de kilomètres ta voiture, rappelons-le? 90 000. Voilà, c'est ça. Et puis, usage professionnel plus familial. Mais bon, voilà, tu vois, tu regardes ça. Là, tu vois les joints même autour. Tu as vu l'épaisseur des joints qui sont doublés. Les sièges, ils sont ventilés? Les sièges, ah, pas à l'arrière. À l'avant, ils sont ventilés et chauffants, mais pas à l'arrière. Donc, faut appuyer. Alors que la Tesla, tu es obligé d'utiliser la clé comme une voiture standard, alors que la Tesla, tout est automatique. Ouais, et ben ça, c'est une des choses que j'apprécie énormément au niveau de la Tesla, de rien avoir à appuyer. Parce que même sur la Mégane, puisqu'on a une Mégane électrique aussi, la dernière fois que j'ai voulu la faire essayer à ma sœur, je n'avais même pas vu qu'elle n'était pas allumée et je n'arrivais pas à démarrer. Alors, présentation intérieure? Ben, en fait, on passe de quelque chose qui est complètement dépouillé avec Tesla à quelque chose qui est plus, on va dire, traditionnel. On se sent par contre plus serré du fait qu'il y a une grosse transmission. Ça, l'écran qui s'oriente dans les deux sens, c'est pas mal. Et d'avoir le petit écran aussi ici. Après, il y a pas mal de boutons. Moi, c'est pas forcément ce que je préfère. Toi, tu préfères l'esprit dépouillé de la Tesla? Ouais, mais je sais que ça convient pas à tout le monde. Ma femme, justement, elle avait besoin de boutons classiques pour la climatisation, pour toutes ces choses-là. Donc tu as vu, dès que je mets Apple CarPlay, automatiquement il se remet à l'horizontale. Bon, moi je préfère rouler comme ça. Ouais, donc ça, un des avantages Apple CarPlay, qu'il n'y a pas dans Tesla. Le truc qui est bien, j'aime bien, c'est la coudoir qui est bas. Ouais. Qui est positionné. D'habitude, ils sont un peu plus hauts. Et les sièges, t'en penses quoi? Les sièges, on est bien. Trop imposant. Ça aurait été bien, mais plus bas. Et là, pour régler ton siège, c'est pas sur l'écran, c'est comme sur une voiture traditionnelle. Non, le siège c'est réglé, mais c'est le volant. Le volant, c'est manuel, c'est une tige, c'est pas électrique. T'as des histoires de profil comme sur Tesla? Non, t'as pas de profil, pas à ma connaissance, t'as pas de profil utilisateur et j'ai pas non plus encore, parce que là on est sur les premiers modèles arrivés en France, j'ai pas l'application, c'est sur le smartphone, donc je peux pas surveiller mes charges, ce qui est problématique parce que j'ai eu des coupures de charge pendant les recharges. Genre j'ouvre, j'éteins et parfois tu sais ça la perturbe, elle coupe la charge et elle te prévient pas parce que tu n'as pas l'application. Allez, ça faut le faire à chaque démarrage. Assistance à la conduite, identification trafic, c'est-à-dire lecture des panneaux etc. Avec messages vocaux, faut le dégager parce que sinon ça va biper. Tu roules à 31 au lieu de 30, ça bip. Et identification signe trafic. Et ensuite l'avertissement d'attention du conducteur, donc la caméra qui te surveille ton attention, pareil, tu tournes un petit peu la tête, ça bip. Je garde les autres aides parce que ça marche plutôt pas mal, mais... Ce qui est dommage, c'est que tu peux pas enregistrer. Et moi je rêve qu'ils nous proposent tous une touche de raccourci, tu vois, pour couper les aides ou les personnaliser à ta sauce, quoi. Ce qui est agréable, c'est l'affichage tête haute. Ouais. J'avoue que ça, c'est... Direct, ça te plaît, ça? Bah, j'avais ça dans ma 508 que j'ai pas dans la Tesla. Et... Ça te manque. T'as vu, à faible allure, sur du défoncé, là, comme ici, c'est pas mal, hein? Ouais. Mais les sièges, la sellerie est mieux que sur Tesla, ouais. Enfin, que sur mon modèle, en tout cas. Après, je connais pas la Highland, parce qu'il y a des nouveaux sièges. Ouais, tout à fait. Sur la Highland, il y a une nouvelle sellerie. Maintenant, je pense que ça reste mieux sur la BYD. Quand j'ai l'impression de me sentir plus enfermé par rapport au tableau de bord, ma distance de conduite, ce gros truc aussi. Ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir sur Tesla la Google Maps en temps réel, puisque j'ai la version premium. Ouais, c'est vrai que l'affichage Google Maps de la Tesla est magnifique. Alors après, cela dit, là avec Apple CarPlay, je peux mettre Google Maps affiché sur l'écran. Ouais, mais le fait de rien avoir à faire, de ne pas utiliser son téléphone, que ça soit natif. C'est vrai que pour ça, les Tesla sont bien. T'as vu Dodan, hein? Ouais, au niveau de suspension, c'est pas mal. C'est assez ferme quand même. Enfin, moi, par rapport à... Mais sans être tape-cul, enfin, le peu qu'on a fait pour l'instant. Au niveau du bruit, ça a l'air d'être mieux filtré. Là, on va aller prendre un peu plus de voix. Après, le frein régénératif, il est pas si mal que ça, là. Hein. Ouais.
Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une différence. Comme tu disais, en dessous de 30 km/h, ça freine moins. Ouais, c'est ça. Mais au-dessus, ça freine ça. pas mal. Ça. Quand tu es entre 100 et, on va dire, 100 et 40, tu as un peu de freinage régénératif, surtout quand tu la règles au plus fort, mais c'est quand même moins prononcé que la Tesla, et surtout en dessous de 40, d'un seul coup, paf, elle passe en roue libre. Bah, au-dessus de 40, je dirais que c'est pareil que Tesla, mais enfin, avec le mode fort, moi je suis en mode fort aussi. Mais en dessous de 30 km/h, là, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Il n'y a pas de palette, j'imagine. Non. Toi, ce que tu aimes bien, moi ce que je déteste. Ouais, non, là, il n'y a rien. Tu as juste les deux modes, là, qu'on a vu au démarrage. Ouais, c'est là la petite molette. Et donc là, en sport, ouais, elle est donnée pour 530 chevaux quand même. De 0 à 100 3 secondes 8. C'est écrit sur la malle arrière d'ailleurs, c'est marrant, ils ont mis 3.8S. Tu te demandes ce que c'est, en fait, c'est le temps sur le 0 à 100. Donc ça reste... c'est plus rapide. Hein. Plus rapide qu'une LR, mais moins qu'une perf. C'est ça. Parce que la perf, elle est à 3 secondes 3. Et la LR, elle doit être à 4 secondes 4, sauf si tu prends l'option boost, où ça doit passer à 3 secondes 7. Voilà. Donc c'est l'équivalent d'une LR avec option boost. Par contre, visibilité, il y a moins de visibilité. En fait, la barre, elle est assez importante entre le haillon. Et donc, ça fait... Mais tu peux appuyer là-dessus si tu veux. Là, tu appuies sur le petit bouton, ouais, vas-y. Ouais, mais ça je le fais jamais. Tu l'as direct. Un truc que j'ai vu que j'aime bien, c'est ça. Le fait de pouvoir partager l'écran. Bah, tu vois, je l'avais pas vu. Et bah moi, ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Allez, on accélère Bobby. J'ai jamais essayé la LR ou la perf, mais il y a moins, enfin, pour 200 chevaux de plus que la mienne, j'ai pas l'impression qu'il y a un gros coup de pied au cul différent, on va dire. Par contre, effectivement, il y a, par rapport à la mienne, je sais pas la nouvelle Highland ce que ça donne en termes d'insonorisation, mais à 130, il y a beaucoup moins de bruit d'air. Notamment au niveau, moi c'est plus au niveau des rétros ou de la fenêtre. Des fois de temps en temps je suis obligé de jouer sur la hauteur de la fenêtre parce que ça fait des bruits d'air. Donc là a priori... Sur la Highland ça s'est amélioré. Maintenant je trouve qu'au-delà de 130, à 140, etc. la BYD est mieux que la Model 3 Highland. Mais encore une fois j'ai pas eu les deux en même temps sur la même route. T'es à combien en termes de consommation sur tes essais? Alors là j'ai calculé 24 à 130 de moyenne. C'est énorme. Ouais, mais je fais du 21 avec la Tesla. La grande autonomie, je suis parti à Strasbourg, j'ai fait l'aller-retour. Globalement, j'étais à 21 de moyenne à mon rythme, c'est-à-dire un vrai 130 chrono. Et avec celle-là, donc même conduite, même bonhomme, je suis à 24,2. Donc je vais avoir 3 kWh de plus, on va dire, tu vois, que la Tesla grande autonomie. Ça fait 15% quasi. Voilà, donc ça consomme pas mal, mais elle est beaucoup plus lourde. Hein. Par contre, la direction, elle est assez précise. Mais je préfère celle de Tesla. Je sais pas pourquoi. C'est plus peut-être une question d'habitude. Je pense que c'est aussi le fait qu'elle soit lourde, encore une fois. Il y a 361 kg d'écart, c'est énorme. Et en termes de recharge, ça donne quoi? Je dirais que c'est son gros défaut. C'est-à-dire qu'elle va partir à 150, c'est son max, alors que toi tu peux prendre 170. Ouais. Mais au bout de, on va dire que au bout de 5 minutes, même pas, elle va descendre à 80 et puis très rapidement à 60. Donc en fait, là où tu vas t'arrêter 30 minutes avec ta Tesla ou 25 minutes avec ta Tesla, tu rajoutes 10 bonnes minutes avec la BYD. Après, un utilisateur de voiture électrique, il le fait combien de fois dans l'année, charger sur des superchargeurs, enfin, l'utilisateur classique. Hein. Ah oui, c'est sûr que si tu peux te brancher chez toi, tu t'en fous de perdre 10 minutes une fois par an, quoi, ou 3 fois par an, quoi. Par contre, tu as vu, on est passé le passage à niveau et c'est vrai qu'au niveau suspension, elle est bien. C'est bien, hein. Ouais. Après aussi, l'autre question, c'est savoir comment ça se passe. Sur tout ce qui est entretien et ainsi de suite, parce que est-ce qu'il y a des garages? Je sais que c'est un des trucs qui bloque. Par exemple, quand on a acheté la Mégane, c'était parce qu'il y a un garage Renault juste à côté. C'était un truc important pour ma femme.
qu'il n'y a pas ça chez Tesla. Pour l'instant, moi, j'ai jamais eu de galère. En 90 000 km, elle a été une fois au SUC pour faire une révision. La révision recommandée. C'est bien recommandé en 80 000 km. Ça m'a coûté 252 €, un truc comme ça. Donc en 90 000 km, entretien à 252 €. C'est-à-dire zéro. Moi, j'ai pas eu de rappel, j'ai pas eu de défaut ou quoi que ce soit. Je regarde la Mégane, là, elle a tout juste 1 an. On a dû la mettre en révision obligatoire, au bout d'1 an. La voiture, elle a 18 000 km. Mais révision, 212 ou 220 €. Donc un tout petit peu moins cher, mais au bout d'1 an, 18 000 km. De l'autre côté, j'ai fait 90 000 pour quasi le même prix. La grande majorité des constructeurs t'imposent une visite par an. Pour un, se faire de l'argent, et deux, vérifier que tout va bien au niveau des niveaux. Des fois c'est rien, mais vérifier au moins les freins, etc. Tesla ne le fait pas pour une raison simple, c'est qu'ils n'ont pas de garage, et eux ils préfèrent que tu ailles faire tes révisions, on va dire classiques pour l'entretien, chez Feu Vert ou Neuroauto. C'est une stratégie de la marque que de ne pas dépenser, on va dire, dépenser au minimum, on va dire, dans le service après-vente. Moi j'ai connu des personnes là, enfin, sur les réseaux sociaux, ils n'ont jamais mis leur Tesla en révision. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'obligation ni rien. Voilà. Et ça donne quoi l'infodivertissement sur celle-ci? Parce que quand on part en voyage, quand on recharge, regarder des films, je dis non, parce que de toute façon il n'y a jamais le temps. Mais pour les enfants, d'avoir des jeux. Alors là, non, t'as pas vraiment de jeu, t'as pas grand chose. Mais bon, ça c'est pareil, c'est des choses qui peuvent venir par la suite parce qu'ils ont, tu vois, leur propre système d'exploitation. Et j'imagine, du fait que c'est un constructeur qui n'est pas encore bien implanté en Europe, il n'y a pas de partenariat avec des stations de supercharge. Non, pas encore, mais ça c'est pareil, c'est des choses, tu vois, qui vont certainement se nouer au courant de l'année 2024-2025. Ils ont intérêt à le faire, je pense. Parce qu'au niveau Tesla, c'est quand même aujourd'hui moins qu'avant, mais les superchargeurs, c'est d'une facilité, d'une simplicité avec l'écran. Et ça, j'avoue, la Mégane, on a fait une fois un grand trajet. C'était pas aussi pratique. C'est pas aussi pratique. Par contre, maintenant, c'est vrai que l'avantage, c'est que les superchargeurs sont la majorité sont accessibles à tous les véhicules. Tous les utilisateurs. Mais par contre, dans la planification, dans le fait que ils sont utilisés ou pas utilisés, le nombre de dispo, ça, je pense qu'il n'y aura pas la... Là, il t'indique les différentes bornes, tu vois, mais t'as pas un planificateur détaillé, tu vois, avec les arrêts en fonction de il t'indique ce qu'il y a autour de chez toi, et puis il t'indique après là ta zone de couverture éventuellement. Donc conclusion. Au niveau look, j'aime beaucoup. L'aspect finition à l'intérieur pour moi est mieux aussi. En termes de suspension, c'est mieux. Sinon, tout le reste, je préfère Tesla. Donc tu restes chez Tesla, pour l'instant. Ouais, parce que tu as donné d'autres arguments, hormis là c'est les sensations de conduite, toutes ces choses-là. Mais les autres arguments, c'est le prix la conso. Et la conso. Et l'habitabilité. Tu vas rester sur le côté rationnel et sur Tesla. Et au fait, on n'a pas dit, c'est quoi ton métier? Maître d'œuvre dans les travaux publics. D'accord, donc c'est pour ça que tu roules beaucoup. Entre le boulot et le perso, 35 000 bornes par an. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage, monsieur Stéphane. Merci pour cet essai. Salut. Bonne journée.